Bienvenue à toutes et à tous. D'après la sagesse des nations, le diable se cache souvent dans les détails, sauf en République démocratique du Congo, sauf à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, le démon se dissimule plutôt dans les poubelles, mais il n'y a pas de poubelles à Kinshasa. Depuis un demi-siècle, en réalité, depuis la fin de la colonisation belge en juin 1960, ce genre de récipient a quasiment disparu des rues et des quartiers populaires de cette mégalopole de 12 millions d'habitants s'étirant sur plus de 50 kilomètres. De fait, il n'existe guère de voirie à Kinshasa au sens urbain de ce terme. À vrai dire, en guise d'engin de voirie, à Kinshasa, on utilise les pousse-pousse. Dans le même temps, les tireurs de pousse-pousse servent également des boueurs. Résultat, dans les mêmes pousse-pousse sont transportés non seulement les ordures ménagères, les crottes de chiens, les chats crevés, les déjections des poules, mais aussi les denrées alimentaires vers les étals des commerçants sur différents marchés municipaux. Donc, pas de poubelle à Kinshasa. Mais alors, où s'y cache le diable? À Kinshasa, Satan a choisi d'habiter directement dans les monticules d'immondices. Certaines presque aussi hautes que le Kilimandjaro, la puanteur en moins, des montagnes d'ordures ménagères se dressent un peu partout dans les rues et les quartiers de Kinshasa. Mais en octobre 2005, un homme a voulu changer les choses. Il s'agit de John Tabala Mawa. 10 ans plus tard, il le regrette amèrement. Aujourd'hui, John Tabala Mawa est un homme au ressort cassé, un homme brisé, un entrepreneur complètement ruiné. La banque a saisi tous ses biens par défaut de paiement. Il doit des centaines de milliers de livres sterling, de dollars et de francs congolais en guise de dette aux établissements de crédit, à ses ouvriers, à son personnel administratif et à différents prestataires de services. Il a également perdu sa maison. Mais ce n'est pas tout. Dans la liste des malheurs qui se sont abattus sur lui figure également le divorce d'avec sa femme. D'autre part, il ne voit plus ses enfants depuis de nombreuses années. John Tabala Mawa dit d'ailleurs de lui-même qu'il est un mort vivant. Comment en est-il arrivé là et pourquoi? John Tabala Mawa a tout simplement cru en un appel lancé depuis Kinshasa par les plus hautes autorités du pays. Depuis des années, les dirigeants congolais invitent leurs compatriotes vivant à l'étranger à venir investir au pays. Il leur est promis monts et merveilles, à savoir une législation et un code des investissements très avantageux, comprenant notamment des mesures de défiscalisation et l'exonération des frais de douane pendant de nombreuses années. D'après la propagande gouvernementale, aux Congolais de la diaspora, le Congo garantit non seulement la sécurité des capitaux investis au pays, mais aussi celle de leurs biens et de leurs personnes, sans oublier la protection de leurs entreprises, ainsi qu'un taux de rentabilité remarquable et toutes les facilités pour le transfert des bénéfices à l'étranger. Mais en réalité, tout ce beau discours, toutes ces belles paroles, tous ces engagements officiels cachaient un piège grossier. Lorsque John Tabala Mawa l'a compris, il était déjà trop tard. À l'époque, en 2005, il ne le savait pas. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu le savoir? Comment aurait-il pu s'en douter? Face aux besoins exprimés et à l'appel pressant lancé par les autorités de la capitale congolaise, comment rester sourd et indifférent? Toujours est-il qu'en septembre 2005, John Tabala Mawa, confiant, se rendit à Kinshasa. Il y répondait en fait à une invitation écrite, signée de la propre main de M. Jean Kimbunda Mudikila, à l'époque gouverneur
de la capitale congolaise. Le premier séjour de John Tabalamawa à Kinshasa fut surtout consacré à tâter le terrain, comme on dit, et à nouer les contacts préliminaires. Il devait en effet évaluer la situation et les besoins réels d'assainissement de Kinshasa. Il devait également étudier le milieu urbain, si particulier d'une ville comme Kinshasa, construite horizontalement, et prendre en même temps la mesure des difficultés et estimer les possibilités d'y créer une société de voirie. John Tabalamawa ne voulait absolument rien laisser ni au hasard, ni à l'improvisation. Durant ce premier séjour, une autre visite fut d'ailleurs tout de suite programmée afin de confirmer les premières impressions favorables. Il fallait concrétiser rapidement les engagements qui avaient été pris oralement. Tout fut organisé et planifié dans les règles de l'art. John Tabalamawa ne pouvait d'ailleurs pas se tromper, car la voirie, il connaît. Fondateur de la JTM Contractors Limited, établi dans le quartier de Croydon, dans le sud de Londres, il a dirigé cette société de voirie en qualité de directeur général depuis de nombreuses années. Naturalisé anglais, ce Congolais, un Mouyansi originaire de la province du Bandundu, a signé, grâce à cette entreprise, une insolente réussite dans la mégalopole britannique. Pendant des années, il a forcé d'ailleurs l'admiration de tout le monde, non seulement des Congolais résidant dans la capitale anglaise et dans les autres villes britanniques, mais aussi des Anglais eux-mêmes. John Tabalamawa était également estimé et avait fini par forcer la reconnaissance des Indiens, des Pakistanais, des Nigérians et de nombreux autres immigrés vivant au Royaume-Uni. Associé à deux partenaires anglais à la tête de la JTM Contractors, il était devenu, au fil des années, un personnage en vue dans le paysage urbain et industriel de Croydon et même des autres quartiers de Londres. Pourtant, en 1990, année de son arrivée en Angleterre, personne n'aurait cru un tel miracle possible, à commencer d'ailleurs par sa propre épouse qui le rejoignit 4 ans plus tard. John Tabalamawa a néanmoins réussi à opérer ce miracle de réussite dans les affaires, à Londres, en Grande-Bretagne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dès lors, fort de l'expertise, de l'expérience et du prestige accumulé en Angleterre, son pays d'adoption, John Tabalamawa a décidé de relever le défi de l'établissement de la première entreprise congolaise de voirie urbaine à Kinshasa, capitale de son pays d'origine. Dans le domaine de la voirie, l'improvisation, l'arbitraire, l'empirisme, l'amateurisme ou l'artisanat n'y ont pas leur place. Que personne ne s'y trompe. Le ramassage des ordures, le tri, le traitement et l'élimination des déchets, soit par incinération, soit par un tout autre procédé, relève d'une véritable activité industrielle. Les ordures coûtent cher. À vrai dire, les ordures, c'est de l'or. Justement, John Tabalamawa connaît la formule magique de l'alchimie consistant à transformer les ordures ménagères, les déchets, en argent, au sens propre. Il partit donc pour Kinshasa, bien décidé à y implanter une société de ramassage et de traitement des ordures. Il y avait d'ailleurs urgence. Jadis dénommé Kinlabel, Kinshasa, par manque de société de voirie, était devenu, au fil des décennies, Kin la poubelle. John Tabalamawa comptait bien redonner à l'immense agglomération urbaine congolaise son lustre d'antan. Mais ce faisant, et sans le savoir, il aurait en fait réveillé le diable qui, à Kinshasa, habite et dort dans l'état d'immondice. La vengeance de Satan, en l'espace de 10 ans, allait le laisser littéralement sur la paille. C'est que vouloir éliminer les déchets ménagers dans la capitale congolaise revient en réalité à déranger le diable dans sa cachette. Et, à vrai dire, le démon n'aime pas beaucoup cela. Mais John Tabalamawa l'ignorait.
Il ne savait pas non plus qu'à Kinshasa, le diable peut prendre tour à tour les traits de visage du gouverneur de la ville, d'un juge, d'un magistrat, d'un officier supérieur de l'armée congolaise ou de n'importe quel autre dirigeant exerçant des hautes fonctions. À la limite, le démon peut même ressembler au président de la République lui-même. Mais lorsque John Tabalamawa se rendit compte des multiples visages du diable, il était trop tard. Le mal était déjà fait. Pourtant, en 2005, tout avait commencé sous des auspices flatteurs dans le meilleur des mondes de l'assainissement. Dès la première visite de John Tabalamawa à Kinshasa, un premier protocole d'accord fut signé le 5 septembre 2005. Le directeur général de la JTM Contractors ne s'était pas rendu au Congo seul. Il y avait conduit en fait une délégation comprenant des administrateurs de sa société ainsi que des experts britanniques spécialisés dans le domaine de la voirie urbaine. Le mois d'après, en octobre 2005, un contrat en bonne et due forme fut signé entre l'Hôtel de Ville de Kinshasa et JTM Contractors Limited. La cérémonie prit d'ailleurs un caractère tout à fait officiel. Du côté congolais, le document fut paraphé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Kimbunda Modikila, entouré de tous ses collaborateurs et d'une équipe de techniciens congolais versés dans les questions d'assainissement, de salubrité et d'environnement urbain. Pour approuver les termes du même accord face au maire de la capitale congolaise, se tenait donc John Tabalamawa, flanqué des cadres administratifs de sa société et des techniciens de la firme britannique. Conclu pour une durée de 2 ans renouvelable, le contrat liant l'hôtel de ville de Kinshasa à JTM Contractors portait sur un montant global de 16 millions de dollars. Dès le départ, il fut convenu le versement d'un acompte représentant 25% de cette somme par l'administration urbaine de la capitale congolaise avant même le début des travaux par l'entreprise britannique de voirie. Le calcul est facile, 25% des 16 millions de dollars américains donnent 4 millions de dollars. Ce montant était censé permettre à JTM Contractors l'acquisition des premiers engins de manutention, divers matériels et équipements de voirie, leur transport maritime de Londres à Kinshasa via Matadi et leur mise en service dans la capitale congolaise. Vu l'immensité du chantier, il fallait importer au Congo au moins 150 engins de voirie pour venir à bout des montagnes de déchets accumulés depuis des décennies dans les rues et les quartiers de la ville. La même somme de 4 millions de dollars devait également faciliter la formation d'ouvriers boueurs, le recrutement du personnel administratif, ainsi que le lancement du premier chantier des travaux d'assainissement de la capitale congolaise. De toute évidence, du moins sur les documents du contrat, le partenariat entre JTM Contractors et l'hôtel de ville de Kinshasa était nickel. Puis, l'entreprise anglaise attendit le versement de 25% d'acompte pour faire venir de Londres le matériel et les équipements de voirie urbaine avant de commencer les premiers travaux d'assainissement de Kinshasa. 10 ans plus tard, JTM Contractors attend toujours les 25%. Pourtant, il y avait urgence. Depuis des décennies, la capitale congolaise étouffe littéralement sous les ordures. Les conditions d'hygiène s'y sont tragiquement dégradées. Des essaims de mouches par milliards pondent des myriades d'œufs sur les tas d'immondices éparpillés dans les rues. Du lever au coucher du soleil, on les voit tournoyer au-dessus des étals des commerçants sur tous les marchés municipaux, se poser sur la nourriture, sucer les yeux et les lèvres des enfants. Partout, à travers la ville de Kinshasa, chaque jour, le spectacle des ordures blesse la vue et l'odorat des 12 millions d'habitants. Dans le même temps, la malaria, favorisée par la crasse ambiante, y sévit à l'état endémique.
dans la liste des nuisances et des maladies provoquées par le manque de salubrité publique dans la capitale congolaise, il faut désormais ajouter la fièvre typhoïde, appelée à juste titre la maladie des mains sales. Il fallait vraiment faire vite, mais les 25% d'acompte ne venaient toujours pas. Le gouverneur, Kimbuta Modikila, fit alors comprendre la nécessité pour JTM de commencer immédiatement la première phase d'assainissement de sa ville sans attendre le 25% d'acompte, c'est-à-dire sans le paiement préalable des 4 millions de dollars convenus dans l'accord. Ce fut là la première entorse et le premier manquement au contrat. Le gouverneur Kimbunda Modikila insista, promettant la régularisation de la situation financière par l'hôtel de ville dans les meilleurs délais. Après quelques moments d'hésitation, JTM Contractors accepta de commencer les travaux d'assainissement de Kinshasa sans attendre le versement du fameux acompte de 25%. Mais JTM Contractors avait besoin d'équipement. La société avait besoin de matériel. Alors, John Tabalamawa décida de mettre tout de suite la main à la pâte, ou plutôt la main dans les ordures, sans attendre. Il quitta tout de suite Kinshasa pour rentrer à Londres, après la signature de l'accord de partenariat avec l'hôtel de ville. Dans la capitale anglaise, il alla aussitôt voir son banquier pour solliciter un crédit. De toute urgence, il lui fallait des capitaux pour l'acquisition des premiers engins de voirie, du matériel et de l'équipement de base pour commencer les opérations de nettoyage et d'assainissement de la ville de Kinshasa. Pas de problème, JTM Contractors Limited était une entreprise crédible. De son côté, John Tabalamawa était précédé de la flatteuse réputation d'être un entrepreneur respectable. C'est ainsi que la banque approchée par JTM, c'est-à-dire par John Tabalamawa, ouvrit au bénéfice de cette entreprise une ligne de crédit de 800 000 livres sterling, soit 1 600 000 dollars. Une quinzaine d'engins de voirie sur les 150 initialement prévus dans le contrat purent ainsi être acquis par la société anglaise, mis sur le bateau à destination du port de Matadi. À part l'acquisition du matériel et des équipements, il fallut aussi penser au recrutement, à la sélection et à la formation du personnel. Toutes ces démarches furent menées au pas de course, tambour battant, par John Tabalamawa. Dès novembre 2005, soit moins de 2 mois après la signature du contrat avec l'hôtel de ville, JTM Contractors entamait la première phase des travaux d'assainissement de Kinshasa, mais toujours sans avoir perçu les 25% d'acompte prévus dans l'accord. Tant pis, à la guerre comme à la guerre, John Tabalamawa tenait à montrer sa bonne foi et sa compétence aux autorités congolaises. L'année suivante, le 2 avril 2006, JTM Contractors entreprit la démolition de l'immense et tristement célèbre dépotoir situé sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kinshasa, pour ceux qui connaissent la capitale congolaise. Il lui fallut au moins 1 mois pour en venir à bout, si bien que le 29 avril 2006, sous les coups de boutoir des engins et les dévouements des éboueurs de la JTM Contractors, la décharge publique anarchique de l'avenue Sayo était détruite, éliminée et complètement anéantie et rasée. Malheureusement, c'était sans doute la résidence secondaire du diable. Jusqu'au moment où je vous parle, sa demeure principale n'est pas encore connue et, à vrai dire, John Tabalamawa ne veut plus rien savoir à ce sujet. Quoi qu'il en soit, dès la destruction de la gigantesque déchetterie publique de l'avenue Sayo, les ennuis ont commencé pour JTM Contractors et pour son directeur général. Tout d'abord, il devenait impossible pour l'entreprise de voirie de poursuivre les travaux, d'ouvrir un nouveau chantier d'assainissement sans le versement urgent des 25% d'acompte mentionnés dans le contrat. Les factures, en effet, commençaient à s'accumuler sérieusement. Un arrangement fut alors conclu entre le gouverneur Kimbunda Modikila et John Tabalamawa.
Devant ses propres difficultés de trésorerie, le tête de ville de Kinshasa proposa de recourir à la formule de bons de caisse d'une valeur de 207 000 dollars pour payer JTM Contractors et lui permettre ainsi de continuer les activités d'assainissement de Kinshasa. John Tabalamawa dut attendre à Kinshasa pendant de longues semaines et même des mois avant la signature du fameux document comptable. Finalement, au bout de 5 mois, le bon de caisse termina son circuit administratif et comptable. Il était arrivé à maturité, on pouvait enfin le toucher. Pour la première fois depuis la signature du contrat en octobre 2005, John Tabalamawa allait enfin voir pour la première fois la couleur de l'argent de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais 2 jours avant la date prévue pour la remise des 207 000 dollars au manager général de la JTM Contractors, le gouverneur Kimbunda Mudikila fut relevé de ses fonctions. Mais qu'importe, John Tabalamawa se rendit directement à la résidence du gouverneur limogé dans l'espoir de se voir remettre l'argent. Il espérait au moins une petite note de recommandation de la part de Kimbunda Mudikila destinée à son successeur pour faciliter le retrait de cette somme. 10 ans plus tard, John Tabalamawa attend toujours. Les 207 000 dollars provenant du bon de caisse se sont définitivement évanouis dans les poches de l'ancien gouverneur. Pendant tout le temps perdu à Kinshasa, à courir derrière ce fameux bon de caisse de l'hôtel de ville, de nouvelles inquiétantes parvenaient régulièrement aux oreilles de John Tabalamawa depuis Londres. Quelles nouvelles? Et venant d'où? D'abord, de la banque, évidemment. Aucun remboursement n'ayant encore pu être effectué sur le crédit de 800 000 livres sterling, la banque commençait, et c'est normal, à s'inquiéter et à s'impatienter sérieusement. Du côté de la famille, les nouvelles n'étaient pas bonnes non plus. Sa longue absence avait sérieusement fragilisé, ébranlé l'équilibre de son ménage. L'argent ne rentrait plus, les retards de loyer, les factures d'électricité et de gaz, les dettes de nourriture s'étaient accumulées. Sa femme était vraiment à bout de nerfs. Il lui fallait revenir donc de toute urgence à Croydon. Alors John Tabalamawa, les mains vides, se précipita à Londres, mais quand il est arrivé dans la capitale britannique, il était déjà trop tard. La situation était hors de tout contrôle. Tout de suite, il lui apparut impossible d'éviter la catastrophe. Pendant son séjour à Kinshasa, sa longue absence avait en effet provoqué des dégâts irréparables. Tout d'abord du côté de son banquier. John Tabalamawa n'avait pas réussi à payer ne fût-ce qu'une seule traite du crédit qu'il avait obtenu de sa banque. C'est pourquoi la banque a tout simplement saisi tous ses biens. D'autre part, des scellés avaient été posés sur la porte de sa maison. Il ne pouvait donc plus y entrer. Du jour au lendemain, le directeur général de JTM Contractors était devenu un SDF, c'est-à-dire un sans domicile fixe. Il dut d'ailleurs quitter Londres pour aller s'installer, vaille que vaille, à Coventry, une ville située dans les Midlands anglais. C'est là où, sans femme et sans enfant, il vit désormais seul. Quant à JTM Contractors Limited, sa société, elle était menacée de mise en liquidation judiciaire. Il la perdra d'ailleurs quelques années plus tard, jusqu'à aujourd'hui. Il restait la situation de sa famille. De ce côté-là, c'était le désastre total. Après avoir longuement attendu en vain son retour à Londres, son épouse et ses enfants avaient tout simplement disparu. Plus tard, il apprendra le remariage de sa femme avec un autre homme. Que faire alors? Et par où commencer?
Puisque tout était perdu à Londres, John Tabalamawa décida de rentrer à Kinshasa. Un nouveau gouverneur avait en effet été nommé à la tête de la ville. Il s'appelait Kimbembe Mazunga. Le directeur général de JTM Contractors espérait trouver en lui un interlocuteur plus sérieux que son prédécesseur. De toute urgence, il lui fallait absolument de l'argent pour sauver ce qui pouvait encore l'être de JTM Contractors, à défaut de rattraper le naufrage de son ménage. Mais Kimbembe Mazunga, le nouveau patron de la ville de Kinshasa, allait se révéler pire que le premier. Tout d'abord, il se mit à contester carrément les termes du contrat. John Tabalamawa dut alors tout reprendre à zéro. Il dut lui expliquer le pourquoi de l'accord liant JTM Contractors à l'hôtel de ville. Argumenter, analyser chaque ligne du document et chaque virgule, justifier chaque chiffre. De l'avis de Kimbembe Mazunga, il n'était même pas question pour l'hôtel de ville de dépenser 16 millions de dollars en 2 ans pour l'assainissement de Kinshasa. À dire vrai, le nouveau gouverneur de la capitale congolaise voulait faire comprendre à John Tabalamawa qu'il ne se retrouvait pas tout à fait dans ce contrat ni dans cette somme de 16 millions de dollars, au sens propre comme au sens figuré. Et pour bien montrer ce qu'il voulait, Kimbembe Mazunga, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, procéda carrément à la révision unilatérale de l'ancien contrat pour en confectionner un nouveau. Mais jusqu'à ce jour, John Tabalamawa n'a jamais reçu l'original du document. Il ne l'a donc jamais signé. Dans la foulée, Kimbembe Mazunga alla jusqu'à mettre en doute les compétences et l'expertise de John Tabalamawa, aussi bien en matière de management d'une entreprise que dans le domaine de l'assainissement urbain. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse évidemment de rage. Des semaines, des mois et des années ont passé. Ainsi, l'hôtel de ville invoquait tous les prétextes pour ne pas payer les 25% d'acompte prévus dans le contrat. Finalement, la coupe de la patience de John Tabalamawa a fini par déborder. Le directeur général de JTM Contractors a alors décidé de porter l'affaire devant la justice en accusant l'hôtel de ville devant le tribunal de commerce de Kinshasa pour non-respect de contrat. Pour compliquer un peu plus sa situation, Kimbembe Mazunga, le nouveau gouverneur, fut à son tour relevé de ses fonctions pour être remplacé par un nouveau gouverneur en la personne de l'amiral Liwanga. Avec le nouveau patron, comme avec le deuxième, il fallut aussi tout reprendre à zéro. John Tabalamawa dut en effet recommencer à tout lui expliquer, à tout justifier une fois de plus, à répondre aux mêmes questions et à réfuter les mêmes soupçons. Peine perdue. Totalement sourd à ces arguments, le nouveau locataire de l'hôtel de ville, l'amiral Liwanga, ne voulait absolument rien savoir. Pas question pour lui, en tout cas, de verser le moindre centime à John Tabalamawa ni à JTM Contractors. De toutes les façons, le dossier du litige avec l'hôtel de ville suivait son cours devant le tribunal de commerce. Lors de la nomination de l'amiral Liwanga à la tête de l'hôtel de ville de Kinshasa, le Congo se trouvait sur le point d'entrer en période électorale pour le scrutin présidentiel programmé en novembre 2011. L'approche de l'élection présidentielle devint d'ailleurs un alibi pour le nouveau gouverneur, l'amiral Liwanga, qui en profita pour suspendre tous les paiements et tous les contrats liant l'hôtel de ville à des prestataires de services extérieurs, y compris le contrat et les factures de JTM Contractors. Le plus sérieusement du monde, l'amiral Liwanga expliqua à John Tabalamawa qu'il avait été placé à la tête de la ville de Kinshasa pour s'occuper des élections, uniquement des élections et de rien d'autre. À Kinshasa, le diable prend aussi les traits d'un amiral. Dans l'entretemps,
le tribunal de commerce avait rendu son verdict. L'hôtel de ville de Kinshasa fut condamné à payer 110 000 $, plus évidemment des dommages et intérêts fixés à quelques 60 000 $ américains. De toute évidence, le montant des dédommagements calculé par la justice congolaise était ridicule par rapport aux dépenses, aux crédits et aux dettes contractées par JTM Contractors. Mais pour John Tabalamawa, rentré dans l'entretemps à Coventry, la consolation d'avoir au moins obtenu gain de cause fut de courte durée. Depuis Kinshasa, alors qu'il se trouvait, lui, à Coventry, le juge en charge du dossier à Kinshasa lui téléphona personnellement. Pour lui dire quoi? Devinez. Le magistrat congolais exigeait de JTM Contractors le paiement d'un pot de vin de 5 000 $. Et si, par hasard, cette somme ne lui était pas remise, eh bien, le juge menaçait de modifier carrément le jugement, cette fois en faveur de l'hôtel de ville. John Tabalamawa refusa de payer net. Comme prévu, le juge, l'homme de loi donc, mit ses menaces à exécution, modifia le libellé du jugement et accorda la relaxe à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ainsi donc, le diable à Kinshasa prend aussi le visage d'un juge. À Coventry, son nouveau lieu de résidence, après les désastres et les déboires vécus à Londres, John Tabalamawa trouvait assez d'énergie et de détermination pour poursuivre la lutte, mais cette fois sur le plan judiciaire. Après la déplorable trahison du juge du tribunal de commerce de Kinshasa, il saisit la justice anglaise sur le différend l'opposant à l'hôtel de ville de la capitale congolaise. Pas évident. Il est difficile d'imaginer des obstacles à surmonter lorsqu'il s'agit de citer à comparaître l'hôtel de ville de la capitale d'un pays étranger où la langue officielle est le français devant un tribunal en Angleterre. De fait, la procédure prit pas mal de temps. Mais le 12 juin 2013, soit 8 ans après la signature du fameux contrat avec la mairie de Kinshasa, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni à Coventry condamna l'hôtel de ville de Kinshasa et donc la République démocratique du Congo au paiement de 800 000 livres sterling, soit 1 600 000 $, plus évidemment les dommages et intérêts. Mais le jugement ne fut jamais suivi des faits. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été exécuté. Voilà pourquoi, voici comment. Puisque l'ambassade du Congo représente les intérêts de l'État congolais en Angleterre, c'était à elle de payer. La justice anglaise saisit alors tous les comptes bancaires de l'ambassade du Congo en Grande-Bretagne. Mais il n'y avait dessus que 1800 livres sterling en tout et pour tout. Cette somme ridicule représentait en fait les recettes administratives générées par la vente des visas. Il fut alors décidé de saisir carrément le bâtiment abritant la délégation diplomatique congolaise à Londres, dans le quartier de King Cross. Mais après vérification, la justice anglaise s'aperçut que l'édifice appartenait en réalité à une personne privée et non pas à l'État congolais. Par conséquent, l'immeuble était immunisé contre toute tentative de saisie judiciaire. Ayant tout épuisé, y compris sa patience et les procédures judiciaires, John Tabalamawa était arrivé au bout du rouleau. Alors, en désespoir de cause, il écrivit à la reine d'Angleterre, à sa gracieuse majesté Élisabeth II. À partir de ce moment, le dossier allait prendre une tournure diplomatique. La reine Élisabeth II lui répondit favorablement et, dans le même temps, transmit le dossier au gouvernement anglais. Le cabinet du Premier ministre britannique fut aussitôt saisi. Des copies du dossier furent ensuite adressées au Foreign Office et au ministère anglais en charge du Commonwealth. Fut également saisi le ministre anglais chargé des affaires africaines, des territoires d'outre-mer, des Caraïbes et de l'énergie internationale. L'affaire, dès lors, comme on le voit, prit
une toute autre ampleur. À son tour, Londres mit sur le coup l'ambassade britannique à Kinshasa, qui prit aussitôt contact avec le ministère congolais chargé des affaires étrangères. Mais rien ne bougeait du côté de l'hôtel de ville. La délégation diplomatique britannique à Kinshasa adressa même directement au gouverneur de la ville une note verbale le 5 juin 2007. Pas de réponse. 4 ans plus tard, le deuxième conseiller politique de la même ambassade écrivit de nouveau à l'hôtel de ville. Mais le gouverneur de Kinshasa continuait de faire la sourde oreille. En tout, plus de 10 lettres furent envoyées à l'hôtel de ville de Kinshasa par différentes autorités britanniques pour amener le maire de la capitale congolaise à honorer ses engagements contractuels avec JTM Contractos. Peine perdue. Dans l'espoir de faire bouger quand même les choses, John Tabalamawa se tourna directement vers les autorités politiques congolaises. Il se mit alors à les bombarder littéralement avec du courrier. Il écrivit ainsi au président de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Pas de réponse. Même silence radio pour le successeur de l'amiral Liwanga, le gouverneur André Kimbuta. Pas de réponse non plus de la part du gouvernement provincial de Kinshasa. John Tabalamawa écrivit en effet à cette institution une lettre datée de mai 2008. Depuis 10 ans, tout est bloqué, tout est verrouillé. Il reste maintenant à vous raconter une petite anecdote. Lors de l'un de ses nombreux séjours à Kinshasa pour tenter de débloquer la situation des factures impayées sous le gouvernorat de Kimbunda Modikila, John Tabalamawa faillit perdre sa vie. Ce fut pendant les mois passés à attendre la sortie du fameux bon de caisse. Alors qu'il était baladé de services de protocole aux différentes salles d'attente, de bureaux aux services de comptabilité, en passant par les secrétariats et les antichambres des gouverneurs, John Tabalamawa fut alerté sur l'existence d'un complot visant son assassinat. Toutes affaires cessantes, il devait rapidement quitter Kinshasa et rentrer à Londres. C'est ce qu'il fit. Pour regagner l'Angleterre, John Tabalamawa quitta précipitamment le Congo, tenez-vous bien, par la frontière de la Tanzanie, histoire de déjouer les tueurs, sans doute des Kuluna, lancés sur ses traces. Une vraie galère, un véritable cauchemar. Ce jour-là, John Tabalamawa se rendit compte d'une évidence qui lui avait échappé jusqu'à présent, à savoir qu'il était tombé entre les mains de dangereux truands. Aujourd'hui, 10 ans après, John Tabalamawa n'est plus loin de penser que du sommet à la base, la République démocratique du Congo est gouvernée par une bande de gangsters au service du diable qui vit cachée dans les décharges publiques de la capitale. On croit vraiment rêver. Souvenez-vous, au mois de septembre 2005, l'ancien manager général de JTM Contractors s'était rendu à Kinshasa, venant de Londres, avec un projet de voirie dans ses valises, sur invitation officielle du gouverneur de la ville. Le désormais ancien éminent membre de la diaspora congolaise de Grande-Bretagne avait cru aux promesses ressassées depuis des années par les plus hautes autorités politiques congolaises, à commencer par le président de la République lui-même, demandant aux Congolais vivant à l'étranger de rentrer au pays pour y créer des entreprises et pour offrir des emplois à leurs compatriotes. John Tabalamawa avait cru à ce discours. Désormais, il sait que ces chants de sirène cachaient en réalité le ricanement du diable. Il est tombé dans un piège mortel imaginé par des dirigeants congolais pourris et corrompus jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, il peut tout juste s'estimer heureux d'être encore en vie. Au Congo, sous des dehors avenants, lorsqu'on gratte un tout petit peu, les autorités révèlent leur face hideuse de bandits,
de détrousseurs, de crapules, d'hommes sans foi ni loi, à la fois corrupteurs et corrompus. Les mots ne sont pas assez durs. Le récent scandale de corruption financière impliquant la société du Ferco donne une pâle image des pratiques en vigueur au Congo. Pour obtenir les différentes autorisations administratives en vue d'installer une société de jeux à Kinshasa, Duferco, une entreprise belge, avait distribué pas mal de pots de vin à des dirigeants congolais, à leurs épouses, à des intermédiaires et même à des hommes politiques belges, notamment à un gouverneur de l'une des communes de Bruxelles. On parle de quelques centaines de milliers d'euros qui auraient ainsi été saupoudrés et arrosés. La justice belge a été rapidement saisie de l'affaire et elle a frappé très vite et très dur. Les juges belges ont en effet mis en prison le président et le directeur général de Duferco, vite fait. De même que le maire de l'une des communes de Bruxelles qui s'est lui aussi retrouvé derrière les verrous. À Kinshasa, par contre, rien. Pas la moindre action de justice. Pas de condamnation. Pas même une toute petite enquête. Là-bas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bref, dans cette ville d'Afrique noire, tout le monde il est blanc. Au Congo, les dirigeants pratiquent la politique de ce qu'on appelle la politique des asticots. Ces larves répugnantes ont beau paraître lisses et propres à l'extérieur, elles naissent et vivent pourtant au milieu d'horribles pourritures. Moralité, car il y a une moralité dans cette histoire, pour s'occuper de la voirie à Kinshasa, John Tabala Mawa aurait dû d'abord régler la question du diable et de son domicile habituel dans la capitale congolaise. Mais il ignorait tout cela. Désormais, John Tabala Mawa n'a plus que ses yeux pour pleurer. Malheureusement, il n'a plus de larmes. Merci pour votre attention et à la prochaine.